District d'Abidjan, les relations entre les conducteurs de transport en commun et leurs clients ne sont pas toujours au beau fixe. Les témoignages dans cette édition. 21 juillet 2017, début des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Les travaux du chantier avancent progressivement. Enfin, 23 janvier 2012 à Tombouctou, dans le nord Mali, les islamistes touaregs d'Al-Sardine détruisent des mausolées. Bienvenue, madame, monsieur, bonsoir. L'usage des transports en commun suscite de plus en plus de mécontentement dans le district d'Abidjan. Selon certains usagers, les conducteurs de Gbaka et autres Wara-Wara manqueraient d'égard envers leurs clients. Ces chauffeurs rouleraient à une vitesse excessive. Ils insulteraient même les passagers et ne les conduiraient pas toujours à destination. On en parle avec Eric Goré. Le secteur du transport urbain nourrit son homme. En Côte d'Ivoire, plusieurs opérateurs économiques investissent dans cette activité. Même si elle est rentable, l'activité rencontre beaucoup de difficultés, parmi lesquelles plusieurs dérives créées par les acteurs. Le transport urbain est indispensable pour les populations, qui leur permet de se déplacer dans tout Abidjan et banlieue. Si la filière rend énormément de services aux populations, ces hommes et femmes signalent cependant vivre chaque jour un calvaire en compagnie des acteurs du transport. Ils roulent comme des fous, ils prennent des sens interdits et s'il y a deux files, ils inventent une troisième file. Par contre, s'ils peuvent passer chez vous avec le Baka par la cuisine, sortir par la fenêtre, ils le feront. Souvent quand tu dis au chauffeur, excusez-moi monsieur, essayez de rouler doucement parce que vous filez, il vous dit si vous êtes trop pressé ou bien si vous n'êtes pas content, descendez de la voiture. Ce qui n'est pas sans conséquence. Nous sommes ici à Djamé. Un accident vient de se produire entre un Baka et une bâchée. Aucun des deux chauffeurs ne reconnaît son erreur. Franchement, quelqu'un quand tu sors pour négocier pour rentrer, il faut te patienter d'abord. Celui qui est devant toi maintenant, il n'a qu'à patienter que tu vas sortir. Alors donc, selon toi qui a raison? C'est moi qui ai raison. Quelqu'un qui veut rentrer à ta droite, la personne doit négocier avec celui qui vient si la voie normale. Donc moi, il venait si la voie normale. Il dit il a mis qui longtemps, je n'ai pas vu qui longtemps. Il a évité, jusqu'à son devant est venu toucher mon derrière. Si la loi normale, la voie principale, c'est moi qui ai raison. Outre les accidents de circulation, les populations ont beaucoup de griefs contre les chauffeurs et apprentis Baka. Ils ne respectent pas leurs passagers. Quand vous montez, là vous êtes le prince, vous êtes le roi, on vous conduit. Mais dès que vous êtes assis et que vous avez payé votre titre de transport, vous devenez vraiment une marchandise qu'ils traitent comme moins que rien. La plupart des apprentis insultent les clients. En fait, quand tu montes là, tu peux j'ai 500. Il dit qu'il faut monter. Il sait qu'il n'a pas monnaie, il doit monter. Maintenant, il t'associe avec quelqu'un. Ce manque de respect amène ces derniers à encaisser l'argent des clients sans forcément respecter leur destination. J'ai pris tout à l'heure le Baka à Bobo pour Djamé à la Renault. Et il vient me laisser ici. Sur la route, on n'est même pas arrivé. Raison évoquée, les embouteillages. Vous imaginez un Baka qui doit faire par exemple 25 000 francs par jour. Donc ça en fonction du temps, les gars font la recette. Un argument auquel sont habitués les passagers qui dénoncent ce comportement. Ce qu'il faut, c'est la malhonnêteté. Vous ne pouvez pas nous prendre pour dire que vous descendez ici et que vous ne respectez pas vos paroles. Si les passagers sont les victimes des chauffeurs et apprentis, les bourreaux des chauffeurs, eux, ce sont les chargeurs et les syndicats. Chaque jour, Dieu fait, on peut tirer de jour 1000 francs. Plus tirer de blanc, c'est 100 francs. À la gage, plus seulement 500. Une chaîne alimentaire dans laquelle chacun mange et est mangé à son tour. Quand tu gardes ton véhicule, des droits tu dois payer. Mais souvent ils attendent à ce que les clients montent dans le véhicule. Et quand on leur réclame le droit qu'ils doivent payer, et c'est là maintenant qu'ils doivent s'opposer aux chargeurs. Un tout autre sujet à présent, les populations pauvres et vulnérables de Côte d'Ivoire vont bientôt bénéficier de la couverture maladie universelle. Et pour atteindre cet objectif, l'Institut national de la statistique a ouvert récemment une enquête pour les identifier. Déjà, dans le district de Yamoussoukro et dans la région du Hambol, environ 8000 ménages pauvres ont été enregistrés. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le 24 mars 2014, il a été institué en Côte d'Ivoire la couverture maladie universelle.
Ce système prévoit 2 régimes, un contributif et un autre non contributif. Le deuxième cas de figure concerne les personnes dites indigentes. À l'effet de répertorier ces personnes, le gouvernement a mis en place l'identification des indigents pour la couverture maladie universelle ICAM. À ce stade, il est question de recenser 8000 familles indigentes dans le district de Yamoussoukro et dans la région du Hambol. L'Institut national de la statistique et la Caisse nationale d'assurance maladie ont entrepris des réflexions profondes sur la mise en œuvre d'un outil qui permet d'identifier efficacement ces personnes dites indigentes-là. Il s'agit d'un ensemble de variables qui sont mesurables, qui ne sont pas falsifiables et qui nous permettent d'approximer le niveau de vie d'un ménage dans la société. Pour mener à bien cette activité, 32 agents enquêteurs sont formés à Yamoussoukro à l'initiative de l'Institut national de la statistique, INS. L'INS va apporter son appui pour élargir un peu les données qui ont été déjà produites, pour étendre un peu le champ d'action des activités qui sont menées par la CNAM. Au-delà de l'INS, c'est tout l'État de Côte d'Ivoire qui attend beaucoup de cette opération parce que ça détermine en fait le nombre de personnes à qui il faut apporter un appui et ça détermine aussi les investissements que l'État devrait mobiliser pour apporter cet appui aux personnes indigentes. La collecte des données sur le terrain durera 15 jours à compter du 19 janvier 2017. La Côte d'Ivoire veut améliorer la performance de son enseignement technique et professionnel. Des responsables de ce ministère ont donc participé récemment à un séminaire à Bergeville, dans le sud du pays. Au menu des travaux, la formation pédagogique et le projet de reconstruction du lycée professionnel d'Odiéné. Astou Touré. Je déclare clos ce séminaire de formation pédagogique, évaluation des compétences, apprentissage. Ces propos mettent fin au séminaire des spécialistes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans le cadre du projet de reconstruction post-crise du lycée professionnel d'Odiéné, un séminaire a été initié en vue d'une meilleure qualité des formations et la mise en place de curricula adaptés aux besoins du marché selon l'approche par les compétences. Approche qui permettra d'améliorer la qualité de la formation au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Avec l'arrivée de l'espace sénégalais et de France Comté, nous avons appris beaucoup de choses. On sort ici satisfait. On a appris de nouvelles choses qui vont nous permettre de transmettre ça à nos stagiaires dans les établissements. Ce séminaire nous a apporté un changement de paradigme. Ça veut dire de l'ancienne méthode d'enseignement qui était la PPO. Nous venons beaucoup d'apprendre en APC, qui est une méthode d'enseignement basée sur les tâches complexes que nous avons essayé de développer. 10 jours durant, enseignants, inspecteurs et encadreurs pédagogiques ont réfléchi à de nouvelles stratégies sur le thème formation pédagogique, évaluation des apprentissages et certification. Que voudrait une action de formation sur ceux-là commis à cette fonction n'ont pas les outils nécessaires pour évaluer cette activité et certifier les compétences acquises par les apprenants. Débuté le 9 janvier dernier, l'atelier a pris fin ce vendredi. 30 personnes y ont participé. Les 8e Jeux de la francophonie. Cette compétition va se tenir du 21 au 30 juillet prochain en Côte d'Ivoire. Les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures avancent progressivement. Et le ministre en charge de l'organisation de cette compétition, Robert Begré-Mambé, se dit déterminé à faire de cette rencontre une réussite totale. À 2 mois du délai de livraison des ouvrages, tel qu'annoncé par le ministre auprès du président de la République en charge des 8e Jeux de la francophonie, le challenge infrastructurel est en train d'être relevé lentement et sûrement. Une équipe constituée des ingénieurs du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, est à la tâche depuis 3 mois. Son objectif est de sortir des terres 3 gros ouvrages du Palais des Sports de Trècheville, du Canal au Bois, de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, d'une part, et de réhabiliter l'existant, à savoir les stades Félix Houphouët-Boigny et Robert Champoux de Makori, le vélodrome du Palais des Sports, l'Institut français, la Bibliothèque nationale et le Musée national d'autre part. Si au Palais des Sports de Trècheville,
Au canal au bois et autres sites, le gros des travaux est en phase d'achèvement. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le cœur des jeux, logé à l'INJS de Marcory. Malgré des imprévus géotechniques ayant nécessité d'énormes travaux sur le site du village des Jeux, 95% des fondations sont achevées. Ces difficultés ont été résolues pour supporter les ossatures des panneaux préfabriqués en Turquie. Ces matériaux, à plusieurs composantes dont l'arrivage et le débarquement, obéissent à la cadence des travaux sont prévus pour élever 33 bâtiments R+1. Un contrôle du géomètre du travail fait par le béton. Ensuite, la position des lignes des façades extérieures des panneaux. Et ensuite seulement, le montage peut commencer. Une quinzaine d'équipes de 30 personnes chacune y travaillent sans relâche pour présenter les premiers bâtiments dès la semaine prochaine aux Ivoiriens. On faisait le point avec Issa Yeo. En sport, la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le Sénégal et la Tunisie ont validé aujourd'hui leur ticket pour les quarts de finale. 2-4 pour la rencontre Zimbabwe-Tunisie. Match nul entre le Sénégal et l'Algérie, 2 buts partout. Et toujours dans le cadre de cette 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, à noter les matchs du groupe C, notamment le duel Côte d'Ivoire-Maroc. Les éléphants vont jouer leur qualification pour les quarts de finale. L'autre affiche va opposer la République démocratique du Congo au Togo, 2 rencontres retransmises par votre serviteur, la télévision nationale, demain, mardi 24 janvier à 19 h. Le rendez-vous est donc pris. Dans l'actualité également, Yaya Jammeh accusé de détournement de fonds. L'ex-président gambien, désormais en exil en Guinée équatoriale, aurait dérobé plus de 11 millions de dollars des caisses de l'État avant son départ à Malabo. Le sud des États-Unis frappé par des intempéries, des tornades et violents orages ont fait 18 morts, dont 14 en Géorgie et 4 dans le Mississippi. Les autorités américaines ont proclamé l'état d'urgence dans les zones touchées par la catastrophe. Une première en Lettonie, des ingénieurs ont mis au point un drone géant capable de soulever des personnes. À noter que cette trouvaille va révolutionner les sports extrêmes, notamment le plongeon de haut vol et le secourisme. Vous connaissez le kite ski, probablement pas le drone boarding. Le principe est simple, une ou plusieurs personnes sont reliées à un drone. Celui-ci est piloté à distance et il n'y a qu'à se laisser tracter. Encore faut-il un engin suffisamment puissant. En Lettonie, une petite entreprise travaille sur le projet depuis 2 ans. L'idée de drone boarding nous est venue un vendredi après-midi. On avait un drone, dehors c'était l'hiver, on s'est dit « Allez, on essaye ». Après un essai avec un petit drone à 4 hélices, les ingénieurs ont construit un prototype à 16 hélices de 3 mètres de long et pesant 55 kg. L'engin est si puissant que sa vitesse maximale théorique est de 150 km/h. En pratique, les snowboarders ne dépassent pas les 60 km/h. Outre les sports extrêmes, le drone peut aussi servir dans le secourisme. Le drone peut soulever 145 kg, donc il peut également soulever une personne. Par exemple, s'il y a un bâtiment en feu et que les habitants ne peuvent pas s'échapper, le drone pourrait voler à leur secours, les récupérer sur le toit et les transporter en lieu sûr. Les premiers tests de sauvetage sont encourageants, mais au-delà des questions de fiabilité et sécurité, le frein à la commercialisation, c'est le prix. Le prototype a coûté 35 000 €. Pour l'heure, ce dernier fait donc uniquement le bonheur de quelques sportifs privilégiés. C'est génial. On va très vite et une fois que quelques améliorations seront faites, il y aura plein de possibilités. Les inventeurs réfléchissent maintenant à améliorer l'autonomie de la batterie d'environ 10 minutes seulement à l'heure actuelle. L'invention pourra alors vraiment prendre son envol.
Ils disent vouloir mettre fin à l'idolâtrie dans le Nord Mali. Le 23 janvier 2012, à Tombouctou, les islamistes touaregs de Ansardine détruisent des mausolées, des monuments funéraires classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet acte a été vivement condamné par la communauté internationale. Franck Quadio. Les manuscrits de Tombouctou sont un ensemble de manuscrits médiévaux datant de la période impériale ouest-africaine, pour la plupart rédigés et conservés depuis des siècles à Tombouctou et dans sa région. C'est un corpus d'environ 30 000 textes conservés à l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou par le gouvernement malien en 1973. Le mercredi 23 janvier donc, les hommes d'Abou Zaïd mettent le feu aux manuscrits en représailles au soutien populaire à l'offensive franco-malienne, des manuscrits inscrits au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. L'information fait le tour de la planète, mais des jours plus tard, des experts rassurent, 90% du patrimoine a pu être sauvé. N'empêche, un suspect, Abou Tourab, sera jugé. Il est accusé d'avoir participé à ces violences contre ce patrimoine mondial. Une première, notons que c'est la première fois qu'un accusé a dû répondre de crimes de guerre pour destruction du patrimoine culturel. Voilà, merci d'avoir été en notre compagnie. Ce journal a été supervisé par Thomas Guessambi. Très bonne soirée à tous sur RTI2.